Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Oui, 2 Adrien. Merci déjà d'avoir pris le temps, de venir, pour qu'on échange un peu sur ton parcours, ton produit manifeste et aussi plus largement sur, l'écosystème tech et digital, que ce soit en France ou à Marseille en particulier. Déjà ce qu'on pourrait faire, c'est une petite introduction. Est-ce que tu pourrais nous dire, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et en quelques mots, ton parcours? Oui, bien sûr, je suis Adrien Savelli, j'ai 31 ans, je suis diplômé d'un bac+5 en chefferie de projet et système de l'information. Je suis freelance et je travaille principalement avec des sociétés internationales sur des sujets liés à l'IT, que ce soit cybersécurité, création de sites web ou mise en place de process. Super. Et une question que je pose souvent, aux gens qui ont mis les mains dans la tech, c'est, c'était quoi ton premier contact, ton premier rapport avec, soit le codage, soit le digital, ça a été quoi ta 1re expérience? Alors, avec le codage, c'est assez particulier. J'ai commencé avec des forums actifs précisément. C'était un site internet qui permettait de créer des forums gratuitement. Et on avait accès au code pour pouvoir le modifier, notamment ce qu'on appelle le bébé code. Et donc, c'était du HTML un peu différent avec des parenthèses. Et j'ai commencé le code à l'âge de 13 ans grâce à ça. Super, OK. Oui, parce que justement dans ton parcours, ça on y reviendra après, tu as eu plusieurs, évolutions, de développeur, après tu t'es spécialisé dans la cyber, la chefferie de projet. Si on commence par les bases, heu, quelle étude tu as fait? C'était quoi ta première orientation dans le vaste monde, de la tech? Alors, j'ai commencé avec un bac pro. J'ai commencé avec un bac pro SEN. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui. Système électronique et numérique. Je pouvais pas passer par un bac standard parce que j'étais pas assez bon. Et donc, on m'a envoyé dans ce qu'on appelle la voie de garage, à l'époque en tout cas, qui était le bac pro. Et c'est là où j'ai découvert, non pas directement l'informatique, mais plutôt l'électronique, à travers des plans avec des transistors, avec des LED, etc. C'est comme ça que j'ai commencé, donc avec une couche très très basse d'un point de vue IT. Par la suite, j'ai fait un BTS Ouais. qui s'oriente autour de l'industrie, l'électronique et l'informatique à la fois. Là, j'ai commencé à développer en C++, en plus des langages que je maîtrisais déjà à titre personnel, plus le réseau, plus aussi un peu de cyber, forcément. Et ensuite vint le bac+4, donc en concepteur-développeur informatique cette fois-ci, donc asseoir cette compétence de développeur, et ensuite le bac+5 en gestion de projet. D'accord. Et du coup, après ces études où tu as un peu touché à différents, domaines, hein, que ce soit le bas niveau, les réseaux et cetera. Ton premier job, c'était quoi, dans quelle entreprise et pour faire quel genre de tâches? Alors mon premier job, je vais dire que c'est l'alternance, hein, donc Mmh. pour mon poste BTS, qui a été avec Sogeti. Alors Sogeti m'a recruté parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi de RootMe. RootMe, c'est un environnement sandbox dans lequel on peut pirater illégalement, ce que je faisais pas toujours d'ailleurs à l'époque. Et de fait, cette personne m'a mis en contact avec l'équipe RH parce que ça fitait bien entre nous, on avait des compétences qui se rapprochaient et qui étaient complémentaires aussi. De fait, j'ai été recruté par Sogeti à partir de RootMe pour faire mon alternance dans mon bac+5. Super, oui, RootMe, c'est un peu une des 3 grandes plateformes les plus connues en C'est ça. cyber avec TryHackMe, HackTheBox et RootMe qui est français, il me semble. Et français, il me semble aussi, effectivement. Et je parle de ça, c'était en 2015, 2014. Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. OK, donc c'est là où tu as eu ta première expérience et du coup, en condensant un peu ton parcours, ça a été quoi tes évolutions, déjà sur la partie vraiment salarié avant ton basculement en freelance, c'était quoi un peu l'évolution que tu as eue, les challenges ou les XP, que tu as engrangés? Alors, j'ai pas eu un parcours lié au CDI ou salariat de suite, dans le sens où je suis freelance depuis l'âge de mes 18 ans, ce qui m'a permis de financer mes études à travers le freelancing, donc créer des petits sites internet pour des bouchers, pour des restaurateurs, etc. Mais donc j'ai commencé freelance, même post-études.
Et mon premier CDI, ça a été chez Smart Tribune, une petite société marseillaise qui crée du chatbot, des foires aux questions, notamment lié avec l'IA à l'époque. On parle de ça avant les ChatGPT qu'on sort. C'était une expérience très très intéressante parce que je suis arrivé en ayant la main sur la technique, en tant que chef de projet technique, auprès des clients. Et donc, c'est vrai que par rapport au freelancing, ça change complètement parce qu'on a des comptes à rendre, on a des collaborateurs avec lesquels travailler aussi, des sous-traitants avec une autre vision à avoir avec eux. Voilà, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte qu'on ne retrouve pas nécessairement en tant que freelance. En tout cas, dans cet environnement technique, si je puis dire. D'accord, oui, donc tu avais déjà expérimenté le freelance très tôt Oui, dans ta très tôt, carrière. oui. Tout à Ok. fait. Et à quel moment tu t'es vraiment spécialisé? Parce qu'il me semble que là, actuellement, tu es beaucoup spécialisé dans la chefferie de projet autour de la cyber, si je dis pas de bêtises. Oui. Cette spécialisation, elle est venue comment ou pourquoi? Parce que c'est une double compétence, bien précise. C'est une passion, une opportunité professionnelle? C'est une opportunité, je pense. Mais initialement, effectivement, je suis quelqu'un de très technique. Beaucoup les mains dans le code. J'ai été lead développeur, lead développeur ensuite. J'avais la main sur pas mal d'aspects où il fallait mettre les mains dans le cambouis, hein, que ce soit aussi bien d'un point de vue développeur ou d'un point de vue cyber. De fait, j'ai eu une opportunité qui était liée à mon dernier diplôme. Et la gestion de projet m'intéressait, qui plus est davantage sur la fin de mes études. Et puis j'ai vu aussi l'évolution de l'environnement avec la partie DevOps, et c'était dans une phase où on demandait aux développeurs de maîtriser parfaitement l'aspect DevOps. Donc mise en place d'un Git, mise en place de plein de choses relatives à l'Ops, ce qui m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. Et j'avais peur que le métier de développeur devienne un hybride, un développeur Ops, je sais pas trop. Et donc je me suis dit, bon, j'ai une opportunité. Le développement, j'adore ça, j'en fais encore aujourd'hui à la maison pour rester au niveau. Est-ce que j'ai véritablement l'intérêt de ne pas aller dans la gestion de projet avant qu'il ne soit trop tard d'un point de vue professionnel? Donc j'ai pris ce chemin-là et j'y suis toujours aujourd'hui. OK. Et alors, bah, avant d'aborder en détail ton projet manifeste qui a un lien justement avec la gestion de projet, cette Tout à fait. bascule, qui peut arriver dans la carrière de beaucoup de développeurs, comment tu l'as préparée? Par exemple, est-ce que tu as fait des certifications autour de l'agilité ou de la gestion de projet? Est-ce que et même pour t'entraîner, parce que bon, nous en tant que dev, on a plein de moyens de monter en compétences. On fait des katas, on fait des hackathons, on fait des projets perso. Comment ça se passe pour progresser sur cette partie, gestion de projet? Si tu peux transmettre ça un peu à tous les devs qui peut-être, un jour aimeraient faire une transition au moins partielle. Alors, au niveau du diplôme, déjà, on avait les connaissances du cycle en V et de l'agilité. Donc on avait déjà un gros bagage à ce niveau-là. Bien évidemment, les sociétés qui recrutent des freelances ou même des personnes en CDI aiment bien, en plus de ça, des certifications. Donc, il a fallu que je fasse des certifications. C'est des certifications en ligne, majoritairement, pour juste confirmer ce que je savais déjà. Voilà, donc, juste avoir un mot-clé. C'est le mindset un peu français du on veut quand même de l'assertif, même si on sait que tu maîtrises quand même, avec le mot-clé dedans, afin de prouver que tu sais vraiment le faire. De fait, beaucoup de tutos YouTube aussi, hein, on va pas se leurrer, rien de mieux que des articles, rien de mieux que des vidéos YouTube pour apprendre, hein. Au final, YouTube, c'est un peu le Stack Overflow de l'époque du développeur, hein, pour un chef de projet. Et donc, c'est là où j'ai appris des choses un peu plus dans le détail. Là où peut-être dans les études, on ne le voyait pas. Parce qu'on était sur des cas plutôt scolaires et pas pratico-pratique, milieu entreprise complexe, pas un cas parfait. Donc voilà, YouTube et certif en ligne ont fait le gros de mon éducation post-études. Et même si des développeurs veulent monter en compétence sur l'aspect gestion de projet pendant leurs études, bah, YouTube c'est très bien, hein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'IA aussi, donc on peut aussi avoir un accompagnement en traitant des sujets, en le faisant valider par une IA ou quoi. Ça n'a pas une valeur 100% fiable, hein, parce qu'on est sur du non déterministe. Ceci étant, ça reste quand même quelque chose de très qui peut apporter de la valeur sur l'éducation. OK, ouais, merci pour ces conseils. Ça pourra être utile, à certains qui aimeraient avancer dans cette voie et
pour clore ça, avant d'aborder la suite de l'entretien, euh, vu que tu as eu les deux rôles à jouer, c'est quoi pour toi les principales différences de posture ou les principales qualités qui sont peut-être pas les mêmes entre développeur et chef de projet, gestion de projet, agilité? Oui, c'est vrai que la posture est un peu différente. Quand on est chef de projet, on a une posture un peu plus politique. On a des contraintes qui viennent d'en haut, qui font qu'on doit l'aborder différemment auprès de l'équipe technique, même si parfois les choix d'en haut ne sont pas les plus cohérents et que l'on doit malgré tout communiquer dessus parce que c'est une exigence de là-haut et on n'a pas nécessairement son mot à dire. Donc il y a cette posture de je dois développer, obliger l'équipe technique à développer quelque chose. J'y crois pas, mais je dois quand même trouver des arguments pour pouvoir asseoir cette légitimité de cette fonctionnalité-là malgré tout. Donc il y a cette contrainte-là, je trouve, qui est assez intéressante. Donc il y a, voilà, cette posture politique est très importante en tant que chef de projet. Parfois, il faut savoir dire non à la direction, hein, absolument. Ceci étant, parfois, on n'a pas trop le choix. Voilà. L'autre posture, c'est ne pas montrer que l'on stresse. C'est très compliqué, hein, même encore pour moi aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projet, parce que j'inclus l'aspect freelancing où ça demande une gestion de projet pendant mes études. C'est important d'éviter de montrer le stress dans le sens où l'équipe va le ressentir très rapidement. Et on risque de se prendre au mur aussi très rapidement à travers ça. Donc il faut aussi jouer un peu un rôle. C'est un peu du théâtre aussi, la gestion de projet. Donc la posture est aussi en ce sens-là pour la gestion de projet. Pour le côté développeur, lead dev, par exemple, c'est aussi asseoir un petit peu. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était ce rôle de je sais, mais je vais te laisser chercher. Et au final, je savais pas, mais j'allais chercher. Et lorsque la personne revenait vers moi en me disant je ne sais pas, moi j'avais eu le temps de chercher. Et donc je pouvais l'accompagner pour lui dire bon, ok, je te recommande de faire ce point-là, ce point-là, ce point-là, cherche sur ces N options et ça te permettra de sans doute répondre à ta question. Je parle encore une fois avant l'IA, où c'était quand même beaucoup plus compliqué, il y avait Stack Overflow, il y avait plein de forums qui nous aidaient énormément. Mais à cette époque-là, on n'avait pas une énorme source de fiabilité sur lesquelles se consacrer pour trouver des solutions. Et en plus de ça, je cherchais à titre personnel, bien évidemment. Mais une posture aussi de je te laisse chercher, c'est un peu roublard, hein, mais j'ai beaucoup vu de lead dev faire ça aussi, et ça marche plutôt bien parce que il y avait aussi un accompagnement post-problématique, c'est-à-dire que lorsqu'on résolvait un problème, moi ce que j'avais fait dans une société, c'est que j'avais acheté des petites poupées, enfin des poupées en bois qu'on retrouve et on lui pose les questions, la problématique que l'on a, ce petit objet en bois, ce petit humain en bois, et en général on trouve la solution très rapidement. Parce Un qu'on a peu, le temps de se poser, on argumente à travers ce petit bonhomme en bois, comme si on discutait avec quelqu'un d'autre. un peu comme le canard en plastique pour les bugs. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est ce que je faisais. Super. Eh bien, alors du coup, justement, ça nous fait un peu la transition. Donc, à force d'évoluer dans le milieu de l'agilité, parce que du coup, toi et moi, on s'est rencontrés à un événement qui s'appelle la Guilde des Devs, le collectif que j'ai créé, qui fait du coup des événements tech sur Marseille. Et tu m'as parlé d'un projet, tu m'as fait tester un projet qui est très intéressant, qui s'appelle Manifest. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus déjà sur ce qu'est Manifest et comment tu as eu l'idée, peut-être à force de rencontrer des problématiques au quotidien? Alors, on va parler des problématiques qui ont donné vie à ce projet-là. En tant que chef de projet ou product owner ou même PMO, j'avais souvent cette contrainte de me réorganiser souvent ce que j'ai à faire d'une mission à l'autre, repartir de zéro très souvent parce que le travail était cloisonné à l'ordinateur, donc on ne pouvait pas nécessairement le récupérer, ce qui était assez contraignant. Les user stories, notamment, sur lesquelles j'ai pu travailler, étaient très redondantes d'une mission à l'autre, d'un client à l'autre. Donc en définitive, j'en avais un peu marre de toujours refaire la même chose. Euh, pour des raisons légales, bien évidemment, je ne pouvais pas les récupérer. Donc j'ai été très carré sur ça, même si je sais que pas tout le monde le fait. Et d'un côté, je peux les comprendre parce que c'est très redondant à refaire, c'est pas le plus intéressant, surtout pour des données que parfois on ne demande même pas. Et c'est là que me vient l'idée de chercher un outil, peut-être qu'il existe déjà, qui me permettrait d'asseoir certains automatismes
que l'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, pour faciliter la vie, hein, tout simplement. Donc, je suis allé voir différentes solutions, que ce soit Jira, que ce soit Taiga, etc. Mais malheureusement, elles ne répondaient pas à toutes les problématiques. Soit elles étaient focus sur une seule fonctionnalité, soit partiellement sur un ensemble. Donc, quelque chose de très généraliste. Et vu que j'ai principalement travaillé sur l'agilité, je me suis dit, bon, je trouve rien. Je vais même regarder Tulip, d'autres des outils quand même qui sont plutôt pas mal, qui ont été rachetés par Dassault. Mais j'ai trouvé pas mon compte parce que c'était encore une fois trop généraliste, pas assez poussé sur certaines features. Donc j'ai créé mon outil. J'ai créé mon outil, Manifest, qui va répondre dans un scope 100% agile. Donc c'est vraiment by design, ce qui me permet aujourd'hui d'éviter d'avoir du généraliste. Alors c'est vrai que ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est généraliste, hein. C'est pas généraliste, c'est vraiment purement de l'agilité. Mais au moins on a toutes les fonctionnalités propres à l'agilité dans un environnement dédié. Super. Bah, je pense que le plus simple, ça va être que tu nous fasses une petite démo pour nous montrer à quoi ça ressemble. Mais pendant que tu lances cette démo, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être une question qui vient à l'esprit de ceux qui font de l'agilité de manière régulière, quelle est la différence principale entre, par exemple, Jira, qui est quand même l'outil leader, et Manifest? C'est quoi les points différenciants et quand utiliser l'un ou quand utiliser l'autre? Eh bien, alors Jira, c'est un bon outil si on veut faire du ticketing, parce que ça a un moteur derrière où on peut modifier les flows et ça permet d'avoir quelque chose de 100% personnalisé. Je trouve Jira très très bien si on veut faire du support. Alors, le support niveau 1, 2, 3, les escalades automatiques, etc. Bien configuré, c'est vraiment très intéressant. Jira a un peu évolué un peu plus sur l'agilité avec le principe avec le rachat de Trello notamment, l'ajout de sprint aussi. Ceci étant, on reste quand même assez limité si on veut vraiment faire du pur agile. Donc, Jira, voilà, pour moi, c'est très bien pour faire du ticketing, pour des supports, des call centers qui veulent escalader, très bien. Mais pour le reste, si on veut faire de la pure agilité, non, ça répondra à peut-être 40% grand maximum du scope. Et c'est là où intervient du coup Manifest, par exemple. C'est là où intervient Manifest par rapport à d'autres solutions. Ça va être le même discours, comme ClickUp, ça va être ZenHub, Notion, Linear, enfin il y en a plein. Hein. Je les ai tous creusés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même sur des notions très généralistes, à part Taiga, qui est vraiment propre à l'agilité, mais qui propose pas énormément de fonctionnalités non plus. Je m'en suis servi dans des projets. C'est bien, mais c'est pas encore une fois assez complet, en tout cas pour mon niveau d'exigence. Et donc, voilà pourquoi Manifest, 100% focus agilité, sur toutes les fonctionnalités, sur tout le besoin du manifeste, tout simplement. Okay. Je te fais un partage d'écran. Ce que j'allais te dire, ouais, avec plaisir. Voilà. Alors, on voit ton écran, ça y est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, faire une petite room tour? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très très simple. Je vais te faire un petit peu le tour de la landing en premier temps. Tout d'abord, on a une petite vision du site internet en tant que tel, sans forcément se connecter, en tout cas de la partie dashboard. En cliquant simplement sur ces aspects-là, on retrouve visuellement ce qu'on peut un petit peu retrouver. C'est très léger, c'est en version light, mais ça nous donne une idée globale de ce qu'on peut faire dedans. On retrouve également, forcément, les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. L'une des problématiques que j'avais, notamment au-delà de Jira, c'est que Jira, c'est bien, c'est super pour le support, mais côté budget, si je veux avoir une feed mail jusqu'à l'utilisateur, celui qui a pointé du temps, beaucoup plus compliqué, donc je dois accéder à une marketplace, je vais aller prendre des modules, j'ai plus le nom, mais il y a Tempo, notamment, Tempo qui a un coût par utilisateur aussi. Au final, on se retrouve avec un produit qui est très coûteux, et qui n'est pas nécessairement à la maille que l'on souhaite. C'est pour ça que moi, je vais à la maille la plus fine, et après, on peut remonter pour réussir à récupérer ce qu'a fait Jira. La problématique, c'est que sur l'aspect finance, d'habitude, c'est sur Excel, la documentation, on la retrouve sur Confluence, mais Confluence, c'est vraiment assez séparé de Jira, mais pour le coup, ça va à peu près. Des notes sur Notion, bon, voilà, il y a vraiment pas mal de problématiques qui m'a poussé à faire cet outil, c'est comment en un seul environnement, je peux répondre à toutes les problématiques que l'on a dans la gestion de projet sans qu'il y ait un impact sur l'intégrité de la donnée. C'est-à-dire, OK, j'ai une donnée X sur Jira, je l'ai exportée sur Excel. Finalement, la donnée Jira, elle a évolué entre-temps.
Donc sur Excel, elle n'est plus à jour. Donc l'intégrité est touchée. Donc on se retrouve avec une donnée qui est erronée, ou en tout cas plus mise à jour. L'idée, c'était d'apporter aussi du temps réel. Et donc, Donc, un aspect tout en un. tout en un, absolument. C'est du all-in-one. Tu peux retrouver ici l'ensemble des fonctionnalités, la majorité d'entre elles en tout cas, avec une hiérarchisation du travail, la roadmap, les sprints, plein poker, le suivi budgétaire, etc., etc. Tu retrouves l'ensemble des fonctionnalités dans en tout cas, le panel fonctionnalités manifeste ici. Idem, faire de la recherche, c'est un CTRL F sur Jira, ça va juste faire ouvrir le CTRL F du navigateur. Je te le montrerai tout à l'heure, mais moi, c'est un CTRL F type Mac. Donc, c'est-à-dire, ça ouvre une fenêtre dans laquelle je cherche quelque chose, ça va chercher sur tout mon environnement. Donc, on va travailler aussi énormément sur l'ergonomie, ce qui est hyper important dans un environnement de gestion de projet, pour gagner du temps, pour être plus efficient, tout simplement. Très bien. Chaque fonctionnalité a son acteur dédié, que ce soit le Scrum Master, le Product Owner ou le développeur. Ça, les fonctionnalités sont poussées de telle manière que l'on puisse exploiter au maximum le produit et que ça satisfasse tous les corps de métier d'un projet. Très clair. Là, tu as le comparatif, je t'en fais grâce, tu as aussi la tarification, qui est le business model en soi, hein, donc une partie gratuite pour tester le produit, tu as une partie payante à 5 € dans lequel tu peux avoir le projet, des membres illimités, un accès API. Tu veux connecter un bot, tu peux avec l'API. Tu peux aussi faire des connecteurs MCP, c'est sur la roadmap. Et aussi une partie max où dedans, tu as carrément un assistant IA qui va compléter certains aspects de ton travail, notamment les critères d'acceptation, les sous-tâches techniques. Ce sont des choses que tu peux faire dans l'outil. Et si on compare la tarification de ton produit, par exemple, à Jira, oui, typiquement, on est en dessous, au-dessus, dans la même tranche? C'est un très bon point. Effectivement, on est bien en dessous, c'est-à-dire qu'à parité stricte, d'accord, sur 20 utilisateurs, à l'année, on va faire une économie d'environ 2400 €. Ok, oui, donc tu as une offre plus accessible en termes de prix. Ok. Tout à fait. Ok. Et je vois que dans la version Max, il y a marqué IA incluse. C'est ça, Euh, absolument. Tu nous feras une petite démo peut-être Je te ferai une petite démo tout à l'heure Allez. avec plaisir. Ça te permettra de te projeter un peu plus, mais effectivement, l'IA pourra vraiment remplir certains aspects. L'objectif, c'est pas de remplacer quelqu'un dans l'équipe. L'objectif, c'est de permettre à la personne qui s'occupe de ça de faire des tâches beaucoup plus intéressantes, plus valorisantes pour l'équipe. Donc l'IA va couvrir 80% de ton besoin et les 20 derniers pourcents, tu vérifies et tu complètes. Très clair. La solution elle a été designée pour les petites sociétés jusqu'aux grandes ETI. Dans le sens où il y a une gestion multi-projet, donc dans le cadre d'une ETI, c'est super, mais également sur l'aspect KPI, on va pouvoir choisir, je suis PMO, mettons-nous dans la peau d'un PMO, je peux sélectionner tous les projets dans lesquels j'ai le droit d'avoir le suivi financier. Et donc, j'ai une vision globale de toute la finance. Et ça permet de faire un gain de temps énorme au lieu de faire un extract du projet 1 sur Jira, un extract du projet 2 sur l'autre Jira, etc., etc. Donc, on a une vision, une overview multi-projet qui permet de répondre à une vraie problématique concernant les ETI. Et je vois que il est marqué hébergé en France. Donc effectivement, tu m'en avais parlé un peu la dernière fois. Donc il y a un côté aussi souverain, Made in France, tout ce côté-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant la démo? Alors les données sont hébergées sur OVH, donc 100% français, à Strasbourg, ou Gravelines. Je crois que elles sont à Strasbourg, les données. Et l'IA, c'est Mistral. Donc on est vraiment sur du 100% français pour le coup, d'un point de vue IA. J'aurais pu très bien utiliser un ChatGPT ou un Claude qui ont des performances différentes vis-à-vis de Mistral, mais dans mon cas d'usage, Mistral répond tout à fait en temps, surtout en délai, on pas attendre longtemps non plus pour avoir un résultat, et en qualité. Et ça, c'était important pour moi d'avoir un juste milieu qui permettait aussi bien de respecter le côté RGPD, côté souveraineté, mais également qualité du livrable. Très clair. Ok. Et est-ce que alors, tu peux nous montrer comment on se connecte et nous faire une petite démo, créer un ticket ou une autre feature qui te semble particulièrement intéressante à voir? Alors là, on se retrouve sur la page de connexion, hein, donc très, très classique. Hein, pour le coup, on peut aussi se connecter via d'autres solutions comme Google ou Microsoft. Donc, je fais le choix moi, de créer un compte unique, mais lorsqu'on arrive sur un dashboard, ta première vue, ça va être
celle de tes projets. Dans les projets, donc on en retrouve plusieurs, on peut en créer de nouveaux. Donc là, je suis au niveau max, donc effectivement, j'aurai beaucoup plus de fonctionnalités. Dans l'offre gratuite, on n'a accès qu'à un seul projet, mais on peut être invité dans d'autres. À ce niveau-là, il suffit juste de créer un projet que l'on souhaite, d'accord. On va utiliser un qui a déjà de la donnée pour la démonstration, on va aller chez Astronaut, et dans laquelle on va retrouver un dashboard. Il y avait une vraie problématique au sein du dashboard, c'est que créer un dashboard, c'est super, mais il faut que ce soit simple. Premier point. Deuxième point, il faut que ça réponde aux besoins. Et troisième point, il faut que ce dashboard-là me soit dédié. Parce que si je suis Scrum Master, la vision du PMO, je m'en moque un peu. De fait, il est possible d'avoir son propre dashboard, donc c'est dédié. On peut le partager à personne, il est à toi, et on peut forcément le personnaliser. À travers un clic sur personnaliser, on se retrouve sur cette interface-là en mode édition, dans laquelle on va pouvoir déplacer, agrandir, réduire, modifier, etc. Donc en admettant que ces deux graphiques-là ne m'intéressent pas, donc on va en supprimer quelques-uns, voilà, super. Là, c'est déjà terminé, la mise en page est finie. Mais si je veux rajouter un bloc, par exemple, c'est possible. Donc on a différents templates de compteurs, de tableaux, de graphiques, de personnalisation et de sprint. Si je veux un graphique personnalisé, très simplement, je clique sur graphique personnalisé, je choisis mon type de graphique. Ça peut être un anneau, un camembert ou autre. Si je clique sur le camembert, je peux définir une dimension, une mesure, etc. Je peux aussi apporter du filtre. Si ce qui m'intéresse, c'est véritablement que les tickets à faire ou en cours ou même un tri par priorité pour une vue un peu plus high level si nécessaire. Quand je clique sur suivant, je me retrouve directement avec mon outil, avec ma prévisualisation de mon KPI qui me servira ensuite de visuel outil. Je clique sur enregistrer, s'il me convient, et hop, je le retrouve de suite sur mon dashboard. C'est terminé. Très simplement, en quelques minutes, j'ai un KPI qui apparaît sur mon dashboard et qui m'est approprié, que je peux m'approprier et que je peux par la suite supprimer, modifier ou autre. Ça, Ok, c'est vraiment super. la base. C'est vraiment la base du produit, avoir les données que l'on souhaite lorsqu'on se connecte. C'est hyper important. Effectivement, oui, c'est un point clé. C'est un Et point clé. après, je vois qu'il y a 3 catégories qui se ressemblent, enfin qui se rejoignent un peu vu qu'elles interagissent entre elles. C'est les super épiques, les épiques et les tickets. Pour ceux qui font pas beaucoup d'agilité, tu pourrais juste en quelques mots expliquer la différence entre une super épique, une épique et un ticket? Une super épique, ça va vraiment être une vue globale. Je vais te donner un exemple. Une super épique, on peut appeler ça un espace membre. D'accord? Un espace membre, ça peut regrouper différentes épiques. Typiquement, on va retrouver des épiques authentification, gestion de profil. Authentification, ça peut aussi inclure le mot de passe oublié, mais ça va être un ticket. Ou on peut en faire une épique si le mot de passe oublié est bien plus complexe et qu'il nécessite la création d'une épique. Donc grosso modo, on arrive sur une grosse maille, une moyenne maille, et les tickets une fine maille. Ça permet d'avoir une hiérarchie de 3 niveaux. Très bien. Et les tickets, une question aussi que souvent les gens qui débutent dans l'agilité se posent, est-ce que c'est uniquement des user stories avec le format en tant que je veux faire quelque chose afin de, ou est-ce qu'aussi ça inclut des tickets qui sont une description de la tâche plus en détail avec des contraintes métiers, des règles de validation, ce genre de choses? Et comment ça se présente dans Manifest, cette différence éventuelle? Alors, dans Manifest, on peut avoir plusieurs types de tickets. C'est pour ça que à la base, ce lien-là, ticket, s'appelait User Story. Le problème, c'est que en travaillant sur des tickets, des User Stories, on perdait le côté globalité. C'est-à-dire qu'un ticket user story de type bug, c'est pas vraiment une user story, c'est un bug. Donc faire du run. En définitive, il fallait pouvoir permettre d'avoir plusieurs types de tickets et non pas de user story. C'est pour cela que directement dans les paramètres, tu as la possibilité de définir tes types de tickets. Donc story, bug, etc. Ça se retrouve bien sûr dans les tickets. Et lorsqu'on va créer un ticket, on va pouvoir définir un titre, un type, forcément. On demande forcément une épique pour obliger un rangement dès le départ. Parce que souvent, dans des projets, j'ai découvert que dans un backlog, il y a beaucoup de tickets qui n'avaient pas d'épique. Et donc, il fallait faire ce fameux rangement. Alors, si on fait le rangement dès le départ, c'est peut-être un peu contraignant parce qu'on se dit, mince, l'épique, elle n'existe pas.
Bon, ben, je vais la créer, j'ai pas le choix. Et donc, ça force les gens à éviter de charger une épique poubelle en mettant quelque chose de propre là-dedans. Ce qui permet, in fine, d'avoir une vue hiérarchique propre, avec la super épique qui connecte l'épique, qui connecte à l'ensemble des tickets. Très clair, ok. Et comment se passe la création d'un... Voilà, bah, tu fais la transition. J'allais dire, comment se passe la création ou l'édition d'un ticket? Alors là, on est sur une édition, d'accord? On est sur l'édition d'un ticket. Soit on l'édite, soit on en crée un, enfin peu importe. Peu importe. Ouais. On va en créer un, on peut en créer un. Ça te suffit juste de rajouter un titre et une épique. Et le ticket est créé. Donc il y a aucune problématique là-dessus, ça marche très bien. Si tu veux modifier un ticket, tu vas dessus et tu cliques sur modifier. Et là-dedans, on va se retrouver avec l'ensemble des données chargées. La possibilité de l'assigner à quelqu'un, lui donner un statut, donner un sprint, une épique, une priorité. Et des story points. Au story point, il accorde aussi l'estimation par t-shirt. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé lors d'un test, mais t'as pas l'estimation par t-shirt, Adrien? En fait, non, je ne l'ai pas. Et le développer apporterait une vraie complexité en plus. Donc, tout simplement, le quick win, ça a été de mettre une petite taille, une petite tooltip qui permet d'afficher l'équivalent en taille t-shirt du Fibonacci. Et juste en quelques mots pour ceux qui ne sont pas d'agilité, bon, même si en tant que dev, ils savent ce que c'est une story point, mais c'est une estimation de comment tu expliquerais le C'est de la concept. difficulté. C'est le point de difficulté d'un ticket. On estime à 8 points de difficulté ce ticket-là, et ce qui permet ensuite de pouvoir, à travers un tout premier sprint d'une équipe, on va rajouter des tickets et à la fin, ça va pouvoir définir une vélocité. Mais bon, ça, on en reparle un peu tout à l'heure. Ce qui permet à travers ça, ces story points, aussi d'avoir des courbes très intéressantes. Ok, très bien. On y retrouve dans le ticket, bien évidemment, une description. Donc, le titre s'inscrira avec email et mot de passe. Et ensuite, en tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec mon email et mon mot de passe afin d'accéder aux fonctionnalités d'application. Très standard, très agile. Et bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a séparé l'aspect critères d'acceptation. Pour des raisons de KPI, premièrement, et aussi pour pouvoir générer tout ça avec un petit assistant. En admettant que l'on n'en ait pas. D'accord, je viens de créer le ticket, j'ai rajouté mon titre et ma description. Lorsque je clique ici, j'ai une modèle qui apparaît et qui me demande le minimum syndical pour pouvoir travailler sur les critères d'acceptation avec l'IA. Je vois que je les ai remplis, parfait. Je clique sur générer avec l'IA. L'IA va mouliner quelques secondes et va... Juste une petite question. Est-ce qu'elle, donc on voit qu'elle se base sur le titre et la description, Oui. mais même si c'est pas obligatoire, est-ce qu'elle se base aussi sur les autres choses que tu as mis, comme l'estimation Fibonacci ou les pics reliés ou ce genre de Alors choses? non, elle ne se base pas sur les pics ou sur les story points. Par contre, si j'avais des pièces jointes, on a une case qui se coche et qui pourrait permettre de aussi scanner le contenu du ticket. Très clair. Et là, du coup, elle t'a généré avec le titre et la description tous ces critères d'acceptance. Absolument. Notamment, l'utilisateur doit pouvoir accéder à un formulaire d'inscription depuis la page d'accueil, etc. Tout le standard en fait de ce ticket-là. Et par la suite, on peut apporter un peu plus de zoom grâce aux sous-tâches techniques. Donc là, je les avais déjà générés, mais implémenter la validation du mot de passe côté client, 8 caractères, une majuscule, etc. Et aussi implémenter la validation côté serveur pour éviter, pour des raisons de cybersécurité. Et ça, est-ce que Mistral a des résultats satisfaisants de base ou est-ce que tu l'as nourri avec des documentations classiques de l'agilité, les manifestes, les différents documents, ou ça fonctionnait déjà bien naturellement? Ça fonctionne déjà bien naturellement. Bien évidemment, je l'ai préparé avec un prompt spécifique, et aussi des aspects de sécurité dedans pour qu'il aille pas trop loin, en mettant un paramétrage précis sur la température, sur sa capacité à être innovant dans la réponse, etc. Tout ça, c'est des paramètres, j'ai itéré dessus 20-30 fois à peu près pour arriver à un niveau d'exigence acceptable dans un premier temps, et par la suite, c'est dans la roadmap, c'est de pouvoir apporter de la documentation complémentaire par agent.
Parce qu'aujourd'hui, chaque bouton, c'est pas le même modèle. Hmm. Ça va dépendre de ce que j'attends. Et donc, dans ce bouton-là, on a un modèle spécifique de Mistral avec des règles pour c'est un agent, hein, c'est de l'agentique, donc cet agent est dédié à cette tâche. Elle ne fera Hmm. pas l'évaluation du ticket ou les sous-tâches techniques. C'est ce que j'allais dire. Oui, il y a aussi un deuxième bouton IA que je vois en bas à droite qui est évaluer le ticket. Tout à Quelle fait, est la tout à fait. différence avec le premier que tu viens de nous montrer? Alors, le bouton évaluer le ticket va permettre d'avoir une note sur le ticket pour savoir si je vais pas droit dans le mur, ou est-ce que le ticket est suffisamment précis, etc. Donc même logique, c'est-à-dire que je vais avoir une interface qui va s'ouvrir et savoir ce que j'ai déjà rempli et ce qu'il faudrait remplir en complément pour être le plus précis possible. On voit que assigné A n'est pas renseigné. Ce n'est pas choquant parce que c'est peut-être un ticket qui n'est pas encore dans un sprint et que je suis en train de travailler dessus. Donc, pas choquant. Je vais quand même lancer l'évaluation pour voir ce que me dit le robot. Là, pareil, ça va prendre quelques secondes et on arrive à une note moyenne de 70 sur 100. Pourquoi? Parce que le champ assigné est vide, on vient de le voir, hein, forcément. La description ne mentionne pas les champs prénom et nom qui sont présents dans les sous-tâches. Donc, effectivement, si ça a été généré en dessous, il faut peut-être apporter un complément de renseignement. Les critères d'acceptation ne mentionnent pas la confirmation du mot de passe. Effectivement, il y a peut-être un manque. Il manque un bouton pour confirmer le tout. Moi, avant, je le mettais quasiment pas parce que ça coulait de source. Mais c'est vrai que pour des mindsets de développeurs d'autres pays, il faut Oui, le il vaut mettre, mieux. sinon il ne sera pas développé. Donc, l'IA a raison, il faut être carré bout en bout et donc il faut le rajouter. Les critères d'acceptation ne mentionnent pas les critères spécifiques de sécurité. C'est pas très grave parce qu'on le précise en dessous, dans les sous-tâches Oui. techniques. Donc, ça marche. On peut appeler ça un faux positif, ça reste quand même fonctionnel dans les sous-tâches. Et il manque les critères d'acceptation pour le lien renvoyer l'email de confirmation mentionné dans les sous-tâches. Donc, il précise que c'est bien mentionné dans les sous-tâches, mais il faut quand même le vérifier Oui, il pour que veut le ticket l'indiquer. soit bien qualifié. Voilà. Ok. Donc, grâce à ça, j'ai juste à récupérer ma liste dans un bloc-notes à droite et j'ai juste à compléter. Oui, ça nous fait une rapide évaluation du ticket. C'est D'accord. ça. On peut aussi, je peux, dans une roadmap, ce que je veux faire, c'est faire un bouton là, réparer ou Ok. corriger. Et donc derrière, l'IA va s'occuper de corriger le problème en rajoutant la ligne manquante à l'endroit spécifié. C'est une bonne idée, ouais. D'accord. Et on a un dernier bloc, c'est les blocs tâches. Donc, c'est des sous-tâches, c'est ça? C'est une tâche un peu plus technique, effectivement, pour savoir comment on va mettre en place certains aspects serveurs. Donc là, on voit implémenter les validations côté client, côté serveur, pareil ici, pareil là, afficher un message d'erreur explicite. Ça signifie que peut-être que de côté serveur, il va falloir retourner le message, ou est-ce qu'on l'affiche côté front? Il y a plein de paramètres sur lesquels ça peut amener aussi une réflexion pour le développeur. Cet aspect-là, il est quand même plus intéressant pour le développeur que pour l'équipe fonctionnelle, pour ne rien oublier. C'est pour ça qu'il y a aussi un bouton, ça fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on demande les critères d'acceptation en plus, pour qu'on soit cohérent vis-à-vis de la première Oui, saisie. bien sûr. Ok. Et les dépendances, c'est quoi une dépendance? Une dépendance, c'est lorsque on a, par exemple, un type de chemin critique, on a besoin que ce ticket soit fait avant ou après, il est lié. Donc, attention lors de la phase de développement ou dans la phase de sprint planning à ne pas mettre un ticket comme celui-ci si les autres ne sont pas développés ou s'ils ne sont pas dans le sprint en question. C'est pour éviter de se marcher dessus. Ça permet d'éviter de, voilà, comme je le disais, développer ce ticket. Si le reste n'est pas fait, ça sert à rien. On va Très être bien. bloqué. Et ensuite, on a sprint, en fait. Ah non, il y a d'autres choses en bas. Il y a pièce jointe et discussion. Ok. Donc pièce jointe, rien de nouveau. Et discussion Et pour mettre des dans la commentaires. discussion, je peux également pinguer quelqu'un si je le souhaite. Donc John Doe, pas aligné sur le ticket, quoi. Très clair, ok. Et l'onglet sprint se présente comment, lui? Donc les sprints, alors, très simplement, on peut aussi avoir une vue simplifiée si nécessaire, d'accord. Ok. Donc dans le jeu de données, je vais par exemple prendre celui-ci, le sprint 2. On voit que le ticket
est terminé, d'accord? On l'a fait à que 50% des tickets, donc il n'y en avait que deux, donc bon, c'est pour le jeu de données, quoi, mais ça permet d'avoir une idée de la progression qu'il y a eu sur l'ensemble du sprint, et donc d'avoir une vision antérieure. On a le burden chart de comment il a évolué au fur et à mesure du sprint, donc on voit que c'est pas bien, les développeurs, ils ont vraiment pas bossé. Ils ont fait que un ticket sur deux. L'autre ticket n'avait pas de story point, donc forcément on arrive à 0 sur l'autre ticket. Ceci étant, on a aussi la possibilité de voir l'unique ticket qui s'est terminé. La possibilité de modifier les sprints, je me suis trompé, je l'ai fermé. En fait, il était en ligne, en cours, donc je peux aussi éditer le fait. Voilà, des petites actions comme ça. On peut créer un sprint, si tu veux, pour te donner une idée. Donc, on va l'appeler sprint spécial, d'accord? Dans lequel on a une date de début, une date de fin. Donc, on va dire qu'il commence aujourd'hui, un dimanche, c'est une bonne idée. Et il finit le 21. Donc, on a un sprint de 2 semaines. Je clique sur enregistrer, mon sprint vient de se créer. Génial, il est en phase de planning, donc il suffit simplement de cliquer sur sprint planning. Lorsqu'on clique sur sprint planning, ça permet de faire commit l'équipe de management et de l'agilité comme le Scrum Master, le Product Owner, à affiner les tickets, à prioriser un backlog et à estimer une vélocité. Donc une fois que ces 3 aspects sont OK, je peux passer à l'étape suivante. Ça veut dire que je m'engage. Et ça, c'est important. Il faut que les personnes puissent s'engager à que les données soient bien faites. Enfin, en tout cas, les tickets, quoi. En cliquant suivant, je me retrouve avec la possibilité de cliquer, d'accéder à l'objectif du sprint, au definition of done. Definition of done qui est accessible depuis les paramètres comme un template. Donc là, il a été copié dans le sprint. Donc si je le modifie dans les paramètres. En un mot, juste pour les gens qui découvrent, c'est quoi la différence entre les critères d'acceptance et les definition of done? Alors là, on est sur un definition of done côté sprint. Donc ça signifie, donc c'est un peu plus grosse maille. Comment est-ce qu'on valide dans un sprint que la qualité est suffisante pour dire que le travail est terminé? Donc à travers la review, donc on va vérifier le travail de son collègue. Est-ce que ce que tu as fait est fonctionnel? Donc je vais récupérer ta branche, je vais la mettre sur mon PC, et là je vais vérifier ce que tu as fait, est-ce que ça me paraît conforme? Donc avant même une phase de QA, de qualité. On a les tests, est-ce que les tests unitaires écrits sont passés? L'intégration continue, le déploiement en environnement de staging, est-ce que les critères d'acceptation sont également validés? Donc c'est assez grosse maille, ça engage tout le monde sur le fait de délivrer une fonctionnalité de manière qualitative. Ok. On retrouve également la vélocité, c'est-à-dire combien de story points on a fait sur les précédents sprints en moyenne. Donc là, on se retrouve avec 0 parce que pour le jeu de données, il y en a eu que très très peu, mais on peut aussi le modifier. Et ce qui est bien, c'est que comme il évolue au fur et à mesure des sprints, ça permet d'avoir une moyenne sur laquelle on ne se tracasse pas trop pour savoir, sachant qu'il n'y a pas nécessairement un gros turnover dans les équipes, selon les équipes, ça permet de se projeter plus facilement. On a également la capacité d'équipe. Donc là, on récupère tous les membres qui existent. Mais si par exemple, on a quelqu'un qui n'est pas sur la solution, mais qui doit travailler sur le sprint, on peut quand même se permettre de rajouter un membre complémentaire afin qu'il puisse participer au sprint sans avoir accès à l'application. Donc un sous-traitant, par exemple. Un prestataire. Top. À ce niveau-là, je vais rentrer directement mes tickets dans le sprint. Donc ceux-là, par exemple. Donc j'ai défini 0 de nombre de story points, donc forcément alerte, forcément, donc c'est un marqueur important hein, pour savoir si on n'est pas trop chargé, enfin en overload ou pas. Je peux quand même modifier les story points associés au ticket si nécessaire, mais bon, c'est pas là où on va vraiment le faire, mais c'est juste pour aligner en se disant on a un doute, attends, on va vite faire review la chose, on sait jamais, peut-être que ce ticket, on a été un petit peu trop gourmand. Ça permet de le faire. Lorsque ceci est fait, j'ai terminé mon planning, super. Il a été enregistré, j'ai tout ce que j'ai pu faire sous forme de récapitulatif, et je peux soit fermer, soit le démarrer. Dans notre cas, on va le démarrer. Donc il a été démarré, et on voit qu'on se retrouve avec 16 story points
c'est le nombre qu'il y a dans les tickets, la somme totale que l'on a vue. Et on voit la courbe du Bandon chart qui arrive donc jusqu'au 21. Dans Très bien. ce pardon, ce sprint, je peux cliquer sur le Kanban qui m'amène directement contextualisé sur le sprint spécial. Et donc là, je peux travailler sur tous mes tickets au fur et à mesure, à faire, en cours, etc. Donc là, on est sur un Kanban classique comme Classique, Trello, Jira, tout à fait, etc., qui est exactement. plus pour visualiser le flux en fait de production en temps réel. Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est très simple, ça permet de voir en temps réel où est-ce qu'on en est dans les tickets, donc une vue assez simpliste. Sachant que si on veut faire une agilité modeste, très légère, on peut très bien travailler uniquement avec le Kanban. C'est-à-dire pas nécessairement besoin de sprint, il suffit simplement d'avoir, on a tous les tickets ici, et par la suite, on a juste à les déplacer au fur et à mesure. Ça, Oui, c'est ce qui m'avait été demandé ou pour même de apporter ce faire côté flexible. une colonne Sprint Backlog en plus, par exemple. On Ouais, a le on peut. backlog avec toutes les tâches, et le Sprint On peut. Backlog. C'est possible. Ici, on a juste à cliquer sur nouvelle colonne. On va pouvoir ajouter, par exemple, on peut le faire, hein, Sprint Backlog. Bon. Hmm. Je peux lui donner les couleurs que je souhaite. Alors, je suis très très mauvais pour le choix des couleurs, mais on va dire que c'est, voilà, on va dire ça. À faire, créer. Et donc là, j'ai la colonne qui va se créer. Il veut que tu Ah mettes pardon, je un l'ai pas mis titre en en anglais. Je anglais. l'ai pas mis en anglais, effectivement. Donc on va mettre le même. Et donc là, la colonne a été créée. Et je peux la déplacer ensuite un peu où je veux. Voilà. Et je peux ensuite mettre mes tickets dedans. Quand tu cliques sur un ticket, ça ouvre en fait une modale, c'est ça? Enfin, un panneau. Ça me Ah fait non, accéder ça te directement. ramène Ça me ici. ramène à la D'accord. story. Ouais, ça Ok, me ramène à très la bien. story. Ok, Kanban, ouais, tout à fait bien pour visualiser son flux. Il nous reste encore un peu de temps. On a équipe. Équipe, Donc, ouais, et ça permet de gérer l'équipe. ah oui, Tout gérer simplement, son équipe. on peut gérer l'équipe, on peut donner des droits administrateurs. Donc moi, je suis Classique. l'owner, classique, rentrer un TJM. Il y avait la finance qui était quelque chose que tu avais voulu quand même mettre en avant, il me semble. Oui, tout à fait, c'est hyper important. Dans des sociétés où on a encore ce mindset cycle en V, on va demander beaucoup de comptes sur les consommations, etc. Ce qui, dans l'agilité, est parfois un peu compliqué. De fait, c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur cet aspect-là pour rassurer les sociétés qui passent d'un cycle en V à une agilité sur l'aspect financier, que ce soit les estimations ou le coût réel. Comme tu as pu le voir tout à l'heure dans les tickets, on peut pointer. En pointant sur un ticket, on va pouvoir avoir une remontée d'informations au niveau de la finance. Et donc, on se retrouve avec le budget estimé total, le coût réel, les valeurs acquises, les balances, etc. L'évolution des coûts par sprint. Donc, bon, pour le jeu de données, c'est pas très réel, mais on se retrouve avec, OK, sur le sprint 2, j'ai quelqu'un qui a pointé pour 400 euros. Plus, sur le sprint 2, on a un estimé à 24 150 euros. Tout est basé et alimenté à travers les personnes qui sont dans l'équipe. Au niveau du détail par sprint, on se retrouve, si je clique ici, sur même une courbe en S, d'accord, qui va te permettre d'avoir une vision un peu plus PMBOK, un peu plus cycle en V, que l'on retrouve dans beaucoup de sociétés. La complexité qu'il y a aujourd'hui, c'est que très peu de monde la met en place, parce que très peu de monde sait comment la mettre, comment la générer. Ici, c'est du clé en main, donc on n'a pas besoin de réfléchir à comment ça fonctionne. On est juste là pour dire, OK, mon réel, c'est quoi? Mon planifié, c'est quoi? Ma valeur acquise, c'est quoi? Et donc, à travers ce calcul-là, on a cette fameuse courbe qui est automatiquement générée avec une somme totale in fine. On a Super, ouais. également la possibilité de mettre une marge. C'est important de mettre une marge dans un projet. Donc, en cliquant ici, je vois que mon budget estimé augmente de 10% parce qu'on met cette fameuse marge qui est bien évidemment modifiable depuis les paramètres. On a un zoom par ressource également. Je sais que sur le sprint 2, Adrien Savelli a pointé 400 euros. Je sais aussi qu'il a pointé 8 heures. Bon, bah, du coup, ça veut dire qu'il coûte 400 euros en TJM. Je sais qu'Adrien Savelli, c'est un Scrum Master, parce que bon, c'est le seul qui a pointé. Mais ça me permet aussi d'avoir une synthèse par rôle. Quel est le poste qui coûte aujourd'hui et quelle est la valeur par rapport à ce coût-là? L'idée, c'est pas de traquer les utilisateurs. C'est pas du tout l'idée de pourquoi je fais cette page. L'idée, c'est de savoir comment on peut aider à améliorer le fonctionnement d'équipe. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt recruter quelqu'un? Ok, je vois que dans les rôles, il y a Scrum Master, mais peut-être que dans une autre société, dans un autre groupe, il n'y a pas de Scrum Master. Et donc, on a un manque.
Et donc, on va se dire, OK, on a des difficultés à atteindre nos objectifs, peut-être qu'un Scrum Master pourrait être intéressant. On a les consommations par sprint et aussi par ressources. Et la possibilité, comme je te le montrais tout à l'heure, je t'en parlais tout à l'heure sur la landing, la possibilité de cocher plusieurs projets pour avoir une vision un peu plus PMO. Oui, global. Ouais. Et globale. Et liée aussi aux ressources, hein, bien évidemment. Voilà. Très Donc clair, forcément, les ressources, il y a plus de ressources, il y a plus de projets, etc., etc. bien sûr. Et la partie bibliothèque, c'est quoi l'idée? C'est faire un peu ah non, c'est une bibliothèque de templates. Je croyais que ça allait Une être des, bibliothèque de templates. des genres de add-on, vous savez, les petites extensions. Et non, justement, j'évite de faire. Alors, je dirais une très bonne idée en faisant ça, hein, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Hein. Mais en faisant ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc, j'ai pas envie nécessairement de mettre en place un système où je dois certifier des plugins qui ont une vraie valeur ajoutée, etc. Donc, moi, j'ai plutôt préféré faire une bibliothèque de templates de tickets. Donc, au lieu, sur des petits créateurs de projets, se refader les tickets les plus standards au possible, comme s'inscrire avec email et mot de passe, se connecter à son compte, où on perd un temps de dingue pour une valeur qui est certes importante, mais c'est Et la qui est base présente dans tous les qui est projets. présente dans tous les projets, eh bien, ici, ils existent déjà avec des critères d'acceptation. Donc, il suffit de tout importer dans le backlog pour cette catégorie. Donc, tu vois, il y a plusieurs catégories. Et à la fin, on choisit simplement ce que l'on souhaite faire. Tu veux faire un projet un peu plus e-commerce? Très bien. Là, il y a du e-commerce. Donc, va parcourir le catalogue de produits, ajouter des produits, etc. On se retrouve avec quelques US qui te permettra de gagner énormément de temps sur ta saisie de tickets. Top, super. Et est-ce que ça s'est prévu dans la bibliothèque de templates qu'il y a un genre de bouton pour l'IA pour qu'elle nous crée un template depuis un prompt? C'est une idée que tu aurais ou qui est hors scope, hors sujet? Alors, je vais te faire un petit spoil. C'est que oui, Donc là, ça va arriver. tu vas en local, là, pour ceux qui Là, je aiment vais en local local host. carrément. Alors, j'ai même pas lancé le système, d'accord? Donc, ça va prendre un peu de temps, le temps que ça se charge. Mais Oui, en fait, effectivement, il y a une fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler où tu vas avoir différents assistants qui vont t'épauler et c'est eux qui vont s'occuper de créer ce dont tu as besoin. Je m'explique. Lorsque je me connecte à Manifest, d'accord? Alors, c'est pas ce compte-là, c'est ce compte-là. Très bien. Ah mince, non, bon, c'est pas sur cet ordi. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète c'est pas. pas grave. Mais Ça c'est s'appelle, prévu, du coup. c'est Oui. prévu absolument. Ça s'appellera Launchpad. Et l'objectif, c'est que à travers un cahier des charges, une expression de besoin, je veux ça, ça, ça et ça. Je vais le drag and drop dedans. Et derrière, moi, je vais te générer toutes les US, toutes les épiques et toutes les super épiques. Comme ça, après, Tout la sera personne peut juste interconnecté. personnaliser. Mais OK. Exactement. C'est ça. OK, OK, très bien. Et oui, et la raison aussi pour laquelle tu voulais pas mettre des add-ons, c'était ce que tu m'avais dit en off il y a quelque temps, c'était aussi pour le côté, simplicité, pas surchargé. Parce que Ouais. Manifest aussi, enfin, tu me dis si je me trompe, mais une des différences, c'est le côté simplicité et on ne se perd pas dans Non. l'interface. Non, tout à fait. L'objectif, c'est qu'on soit à ce qu'on cherche en moins de 3 clics. 2-3 clics max, c'est l'idée. Alors, il y a des petits modules hein, dans les paramètres, notamment là, qui Mmh. sont déjà existants et qui te permettent de te connecter à Jira, à Slack, à Git, à Discord, si besoin. Jira, je l'ai fait avec un aspect bidirectionnel, c'est-à-dire que j'ai aussi une synchro. Tout ce qui est modifié dans Jira va se modifier dans Manifest et tout ce qui se modifie dans Manifest se modifie dans Jira. Pourquoi faire ça sur Jira? Tout simplement parce que ça permet de faire une transition légère. Ça, c'est le premier point. Et parfois, dans Jira, on n'a pas certaines fonctionnalités parce qu'on n'a pas envie de les payer, mais on les a dans la version gratuite de Manifest. Donc, on peut Mmh. s'en servir directement depuis Manifest aussi. Très clair, OK. Et 2 choses. Déjà, c'est quoi la roadmap prévue? C'est quoi les prochaines étapes, pour, 2026 déjà pour Manifest? Alors, l'objectif, ça va être plutôt de la visibilité. Dans la visibilité, il y a le Launchpad qui va sortir dans les prochaines semaines et qui permettra donc de générer des US à partir d'un besoin, d'un prompt. Enfin, même pas un prompt, c'est juste tu m'envoies ton besoin et ça génère tout. Ensuite, il y a l'aspect visibilité. Donc là, j'ai pu faire des échanges avec différentes personnalités, dont toi. Et donc, il y a des partenariats qui vont se mettre en place avec différentes personnes et même différents instituts. J'ai eu la chance de présenter le produit
au directeur du PMI France qui a bien apprécié le produit et avec qui je vais pouvoir être présent sur certains événements l'année prochaine pour présenter Manifest. Donc ça, c'est un super point. Donc ça va être de la visibilité accrue et aussi des signatures avec des ESN, donc entreprises du service numérique, afin qu'ils puissent déployer la solution chez des clients. Beau, belle roadmap déjà. Donc en Oui, gros, oui, une partie c'est du feature travail. et une partie commercialisation, quoi. L'aspect commercialisation est hyper important. Aujourd'hui, j'ai fait en sorte que tout soit optimisé d'un point de vue infrasystème pour que les coûts ne soient pas délirants non plus d'un point de vue IA, d'un point de vue charge de serveur, etc. Et ça, c'est un point où forcément, il y a ma compétence BTS qui on revient en boucle ensuite sur ce que j'avais fait initialement, donc de l'infrasystème, industrie, etc. et de la cybersécurité pour optimiser tout ça. Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot sur Manifest avant qu'on aborde les questions de fin d'interview sur la tech en général? Quelque chose que tu voulais nous partager ou le mot de la fin Le sur mot le de la produit? fin, bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout vu, il y a plein de choses, mais le mot de la fin, c'est pour Manifest, l'objectif, c'est d'avoir un environnement simple qui répond à la majorité du cahier des charges des sociétés, qu'elles soient du niveau startup ou au niveau ETI à travers plein de fonctionnalités, et enlever ce qu'on appelle les frictions. Mm. Les frictions, c'est générer les PDF, c'est générer les PowerPoint, tout ça, c'est généré dedans. Les PowerPoint sont modifiables, et donc l'idée, c'est que Manifest te permette de faire des choses plus intéressantes au quotidien dans une gestion de projet agile. Super. Oui, il y a un lien aussi peut-être avec les écoles, c'est ce que tu me disais, que Absolument. Manifest puisse s'intégrer dans les écoles de par une interface aussi plus simple Oui, pour faire découvrir l'agilité de façon peut-être moins rébarbatif qu'avec Jira, c'est qui est une ça. grosse machine quand même. Ouais. C'est une grosse machine qui n'est pas nécessairement tout le temps adaptée. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, les petites questions traditionnelles de fin sur la tech en général. Mhm. Toi, à propos de l'IA, comment tu penses que l'IA va changer le paysage de la tech en positif ou en négatif dans les années à venir? Certains pensent que ça va augmenter la productivité et du coup ouvrir de nouvelles perspectives, quand d'autres pensent que ça va tuer le marché de l'emploi des devs notamment. Quelle est ta vision dessus? Eh bien, alors ça dépend jusqu'à où on va, je pense. À court terme, c'est un super allié pour accompagner des développeurs, non pas pour les remplacer. Effectivement, un développeur qui ne va pas prendre le virage de l'IA risque de se faire remplacer. Sur ça, je suis d'accord. Au même titre qu'un développeur, il y a 10 ans, qui n'avait pas envie de migrer sur Git, etc. Aujourd'hui, il est obsolète et c'est plus compliqué pour lui de trouver un job. L'IA, c'est aussi ce fameux virage que l'on doit se permettre de prendre pour des raisons d'efficience. L'efficience, justement, avec l'IA, c'est que ça peut devenir un enfer si on ne le maîtrise pas assez bien. Donc, ce que je recommande aujourd'hui à ceux qui utilisent l'IA, c'est d'abord de se former et de vérifier que le travail par l'IA est vrai. C'est très important parce que croire sur parole une IA, c'est aller droit dans le mur de son projet ou de son travail. Donc à court terme, je trouve ça très bien comme un assistant. À moyen terme, il y a effectivement des métiers où les sociétés vont peut-être prendre un virage un peu trop radical et virer des gens, c'est possible, mais elles vont vite se rendre compte du coût de l'IA, parce que l'IA, ça a un coût et on le voit déjà dans l'actualité. Il y a beaucoup de sociétés qui arrêtent d'utiliser l'IA parce que ça coûte plus cher qu'un salarié et que la valeur ajoutée n'est pas si intéressante que ça. Donc, j'ai juste envie de dire à ceux qui vont regarder cette vidéo et ceux qui vont utiliser l'IA, ne vous inquiétez pas, votre job ne va pas sauter du moment que vous savez l'utiliser et que vous allez pouvoir y trouver aussi un petit peu de valeur ajoutée dedans. On ne demande pas de répondre à tous vos mails grâce à l'IA, mais juste au moins d'avoir un assistant qui puisse vous dire, OK, ton mail, il est bien, mais il est un peu agressif. Ou ton mail, t'es trop gentil. Permettre d'avoir quelque chose, une tenue de route plus régulière, tout simplement. C'est comme une boîte automatique. Oui, un rôle de conseil. C'est du conseil. Et une deuxième question générale sur la tech. On a beaucoup de juniors, et ça, c'est un constat partagé, que ce soit les devs, la cyber. Beaucoup de juniors ont
du mal à trouver leur premier emploi. C'était déjà le cas à notre époque, ça l'est encore Mhm. plus aujourd'hui. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour qu'ils puissent progresser, trouver un premier emploi, développer leur visibilité, que ce soit des conseils techniques ou des conseils un peu entre guillemets RH, c'est-à-dire comment se faire voir et atteindre Mhm. son objectif? Alors, en premier lieu, d'un point de vue technique, bah, ça va être un guide, des projets. Des projets dedans qu'on va mettre en avant lors des entretiens. Ok, regardez, je n'ai pas d'expérience. C'est vrai, j'ai peut-être qu'un stage de 3 mois ou 6 mois. Mais regardez ce que je vous propose comme projet dans mon guide, ma qualité de code, ma régularité dans le fait de mettre à jour ces projets-là. Ça, ce sont des choses qui, en mon sens, sont hyper pertinentes. Et moi-même, je le faisais avec la cybersécurité, avec les mails. Je montrais les mails où j'avais des sociétés qui me remerciaient. J'ai le Stade Rennais qui m'avait remercié, donc je l'avais imprimé, je l'avais mis avec mon CV lorsque j'étais dans la démarche de mes études pour trouver que ce soit une alternance dans les dernières années ou autre, au-delà de Sogeti. D'un point de vue visibilité, je pense que LinkedIn, encore aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on parle, ça a une vraie valeur. Euh, J'essaie moi aussi de m'y mettre. J'ai pas ce réflexe encore parfaitement acquis, mais je pense que la visibilité à travers des réseaux professionnels est hyper importante parce que ce n'est pas le fait de mettre de l'actualité de qualité qui va te faire connaître, mais c'est plus la quantité. Parce que quand on voit de la quantité, il faut qu'elle soit quand même un minimum qualitatif, j'entends bien, mais en fait, la personne, le recruteur qui va te voir tous les jours dans son actualité, même s'il ne lit pas nécessairement celle-ci, il va voir ton nom et recherche d'alternance ou recherche de job. Donc, il va directement penser à toi parce que il y a marqué recherche de job, hashtag cybersécurité ou autre. Et donc, il va directement penser à toi en se disant, ok, lui, je le vois plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, je vais essayer de le démarcher en premier. Et pourtant, il n'a pas lu ton actualité, mais il te voit tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est, au final, valorisant pour ton profil. Et donc, te Oui, faire recruter. ça permet d'ancrer dans l'esprit du recruteur son nom, Absolument. faire une association mentale entre la compétence et le profil. Ok, merci pour ces conseils. Et alors, une question un peu plus sur le marché local, parce que tu es Marseillais comme moi. Euh, c'est sur l'écosystème tech à Marseille. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je le partage souvent dans les interviews, mon avis personnel à moi, c'est qu'il y a un immense potentiel, mais qui n'est pas encore du tout pleinement exploité, et qu'on est dans une situation en France où il y a quand même encore beaucoup de centralisme, de talent, de capital sur Paris. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, en Espagne, où Barcelone, n'étant pas la capitale, a aussi un fort dynamisme. Là, la Californie, qui Voilà. n'est pas la plus grande ville, enfin, qui à la base n'était pas forcément prédisposée, peut-être, avant la Silicon Valley, à être la leader mondiale sur le secteur. Ça, on aurait pu imaginer la côte Est avec New York, par exemple, au début du siècle. Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'écosystème marseillais et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le dynamiser, aussi bien sur le volet des talents, du capital, des événements, des lieux, pour avoir ce côté écosystème? La première chose, c'est qu'à Marseille, on a pas mal d'infrastructures qui nous permettent de regrouper à travers des bureaux ou autres des sociétés innovantes. Marseille, je trouve que c'est une ville très dynamique pour l'aspect IT. On retrouve plein de startups, des projets en cours. Là, je discutais encore avec un ami qui est en train de monter sa société. Enfin, elle est montée, mais qui est en train de monter un laboratoire de recherche lié à la data, qui va amener à des LLM à pouvoir générer des modèles de données, des choses hyper concrètes, mais avec de vrais algorithmes et pas nécessairement le côté LLM classique, non déterministe. Là, eux, ce qu'ils veulent apporter, c'est du déterministe et donc apporter de la vraie qualité et non pas générer un modèle différent à chaque fois qu'on appuie sur le bouton générer. Tu Donc, peux, tu peux citer d'ailleurs oui, le bien nom du sûr, bah, projet. Sekai notamment. Il y en a une autre derrière, mais on va parler surtout de Sekai, qui apporte ce projet-là dans l'environnement marseillais et que je trouve super intéressant sur cet aspect data que beaucoup de sociétés aujourd'hui
devrait utiliser parce qu'elle souffre très clairement de cet aspect de data qui est assez buggé, trop mal exploité, et pas optimisé, quoi. Et donc là, c'est ce qui va permettre d'apporter cette valeur ajoutée très rapidement aussi, pour aider les data engineers à clarifier tout ça. Donc, au-delà de cette société, il y en a plein d'autres. Et donc, l'objectif, c'est aussi de les faire connaître à travers des événements comme tu le fais aussi et que tu vas aussi faire plus tard. Et ça, c'est génial pour tout le monde parce que ça permet de faire rayonner Marseille et ses alentours. On parle de Marseille, ça peut être d'autres villes, Aix-en-Provence, Port-de-Bouc Oui, ou la autre. métropole. Hein. La métropole, je trouve ça très très bien et ça permet aussi de montrer un peu à Paris, à Lyon, où il y a aussi de très beaux projets. Nous aussi, on sait faire des choses. Je suis d'accord avec toi, ouais. Tout à fait. Eh bien, écoute, Adrien, je te remercie Merci à toi. d'avoir accepté cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire, que tu voudrais rajouter juste avant qu'on clôt cet entretien ensemble? Je voulais te remercier pour cette interview, voilà, tout simplement, et pour le temps accordé à tout cela, parce que c'est aussi grâce à ces actions que tu mènes, la guilde des devs notamment, la guilde des techs aussi, qu'on peut aussi rayonner à notre niveau, et je t'en remercie énormément pour ça. Bah, moi aussi, je te remercie pour l'interview, mais aussi pour tout ce que tu as fait. Notamment, tu étais venu à un des événements de la Guilde des devs et des techs pour l'école Les Décodeuses, qui Oui. aide justement à inclure plus de femmes dans la tech. Et tu avais gentiment fait ça. Donc, très content aussi d'avoir pu échanger avec toi. Et au plaisir de se revoir très vite IRL et en ligne autour de tes projets. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.